Préjugé implicite. Préjugé implicite. Préjugé implicite. Préjugé implicite, c'est-à-dire préjugé inconscient. For many, the shootings in Tulsa and Charlotte are proof of police bias. But research confirms it's not just the cops. The hard fact is that women run only 4% of companies in the Fortune 500. She accuses the entire country of implicit bias, essentially suggesting that everyone, including our police, are basically racist and prejudiced. The sexist insult is bad enough, but interrupting a woman who is talking about sexism to make a sexist insult. Most of us in our conscious mind, we don't want to be biased. Most of us don't want to be overweight, but we still eat donuts. C'est un message sur les préjugés. Qu'ils soient conscients ou inconscients, ils font souffrir des gens. Tout humain a des préjugés. Tout comme on respire, on a des préjugés, ça fait partie de nous. Quand ça devient inconscient, on ne sait pas comment cela affecte notre comportement. Je te vois, je te juge rapidement en me basant sur mes stéréotypes, sur ce à quoi une personne comme toi devrait ressembler selon moi. On a des préjugés implicites qui nous conduisent à juger négativement les personnes d'une autre origine ethnique, les personnes âgées comparées aux jeunes, les personnes qui ont l'air homosexuelles, peu importe ce que ça signifie, comparées aux personnes qui ont l'air hétérosexuelles. On a ce genre de jugement négatif, non pas forcément à cause de qui on est, mais à cause de ce que l'on perçoit. Les neuroscientifiques disent qu'à tout moment, il y a environ 11 millions de bytes de données par seconde qui arrivent dans les centres de traitement de notre cerveau par nos sens. Nous avons évolué pour réduire cet ensemble de données à une quantité que nous pouvons réellement traiter. Personne n'a l'impression d'avoir des préjugés. C'est pas qu'on se flatte, pas du tout. Tout comme une machine ne peut pas résoudre deux problèmes mathématiques en même temps, on n'a pas l'impression d'avoir de préjugés parce qu'on ne peut pas analyser en temps réel si on a des préjugés. Notre objectif est de créer un environnement équivalent pour tout le monde. Ce qui pose un problème, c'est que l'on a tendance à penser à notre propre comportement comme plus juste et exempt de préjugés qu'il ne l'est réellement. Les origines des préjugés implicites sont vraiment intéressants parce qu'ils proviennent de beaucoup d'endroits différents. Nous avons évolué pendant des millions d'années pour avoir le cerveau que nous avons aujourd'hui. Ce cerveau a été créé pour permettre à nos ancêtres de survivre dans un vieux monde, un monde où ils vivaient avec des groupes de personnes comme eux. Quelqu'un qui vivait de l'autre côté de la montagne était un ennemi. Nous avons hérité d'une partie de ces ancêtres, de leur méfiance envers des gens qui sont différents de nous. C'est ce qui leur a permis de survivre. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous flageller à cause de ce cerveau que nous avons. Nous devrions simplement nous poser la question suivante, est-il utile dans le monde moderne ? Si je te regarde et que je pense que toi et moi faisons un, alors je vais utiliser les ressources de mon cerveau que j'utiliserai pour penser à ce qui est bon pour moi et je vais te le donner. Et évidemment, de là découlent de nombreuses différences de décision. En aidant les personnes qui viennent de mon université ou de mon quartier, les personnes comme moi, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça que je continue à rendre les choses inéquitables. Mais je me sens bien, à la fin de la journée, j'ai aidé quelqu'un. Comment nos actions, aussi bien intentionnées soient-elles, reflètent-elles nos préjugés? En tant que réalisatrice, femme d'affaires et mère, j'ai toujours été consciente des préjugés sexistes et de la façon dont ils influencent les possibilités qui s'offrent à moi et les décisions que je prends chaque jour. Suis-je entrée dans la pièce parce que je suis une femme ou en dépit de cela? Et qu'en est-il des personnes qui n'ont pas mes privilèges? Les préjugés inconscients nous affectent tous de façon différente selon qui nous sommes. Il y a d'innombrables préjugés, beaucoup trop pour tous les couvrir dans un seul film. Je voulais explorer les préjugés inconscients et comment ils sont liés au genre et à l'origine. D'où viennent-ils? Quel est leur impact? Et peut-on faire quelque chose pour les changer? Personne dans la rue, première prise. Qu'est-ce qu'un préjugé inconscient? Je ne sais pas. Un préjugé inconscient? Aucune idée.
C'est quelque chose gravé dans notre cerveau dont on ne se rend pas compte. Qu'est-ce qu'un préjugé inconscient? Tous les trucs horribles qu'on se fait les uns aux autres et qu'on prétend ne pas faire. Un préjugé, c'est quand on a une idée préconçue sur quelqu'un ou quelque chose basée sur des choses qu'on nous a dites ou qu'on a vues en grandissant. Je pense que tout le monde a des préjugés, peu importe la couleur de peau, la nationalité ou la religion. Quels sont vos préjugés? Oh non, je peux pas parler de ça. Look, I know you're not like that. But if it would make you feel better, you should take this internet test my brother-in-law made us all take last Thanksgiving. It's a good test. Said I was racially unbiased. And I love gay people. I didn't see that one coming, but I'm happy. Roger, show me this test. Un tel test existe vraiment. Il s'appelle test d'association implicite, ou TAI. Le premier a été créé en 1994. Il s'avère que la façon dont nous relions inconsciemment deux idées non liées dans notre esprit aide à révéler la racine du préjugé implicite. Plus de 17 millions de personnes ont fait le test en ligne et des milliers d'études scientifiques sont basées dessus. Alors, donc c'est quoi? Robin, voici le TAI, le test d'association implicite qui mesure ce qu'on appelle le stéréotype sexe-carrière, c'est-à-dire l'association entre masculin et féminin et carrière ou famille. Mettez votre index gauche sur la touche E pour les mots de la catégorie carrière. Et mettez votre index droit sur la touche I pour ceux de la catégorie famille. D'accord. Mazarine et moi, nous sommes dit que ça serait formidable de pouvoir mesurer les jugements, les stéréotypes et les attitudes implicites pour voir comment les gens diffèrent en ce qui concerne leurs souvenirs qui guident leur comportement sans qu'ils en soient conscients. Le piège dans le test d'associations implicites, c'est qu'on n'utilise que deux touches. Si l'association est utilisée pour les fleurs et les mots agréables pour une touche, et les insectes et les mots désagréables pour l'autre touche, on répond rapidement. Mais ensuite, on change d'association. Maintenant, les fleurs sont associées aux mots désagréables, et les insectes aux mots agréables. Tout à coup, notre performance dégringole. On fait des erreurs, on va plus lentement. Et ça devient frustrant. Quand je l'ai fait pour la première fois, je pensais m'entraîner un moment pour m'améliorer. Je l'ai fait encore et encore et encore, mais je ne me suis pas amélioré. Ce n'est pas que les gens seraient surpris si on leur disait « Je pense que tu aimes plus les fleurs que les insectes ». Ce qui est surprenant, c'est qu'on penserait pouvoir le contrôler. Si on me dit « Sois neutre, Mazarine », le fait que je ne puisse pas l'être, c'est ça qui est vraiment intéressant. Famille avec masculin. Ah zut. Féminin. Alors, maintenant, votre résultat va s'afficher. J'ai peur du résultat. Le voilà, lisez-le. Vos données suggèrent une forte association automatique entre les hommes et la carrière et les femmes et la famille. Ce n'est pas un échec. Vous montriez simplement ce qui se passe dans votre tête, et c'est la même chose pour la plupart d'entre nous. Je ne voulais pas croire ces résultats. Comment, en tant que femme croyant en l'égalité des sexes, pouvais-je créer une forte association reflétant des valeurs aussi traditionnelles comme égal travail et femme égale famille? Quel autre stéréotype ai-je? Suis-je la seule? Quand j'ai essayé la première version de ce test sur l'origine, je pensais être totalement exempt de préjugés, et je crois vraiment ne pas en avoir. Cependant, ce test révèle quelque chose que je vois maintenant différemment des préjugés ou du racisme. Je porte quelque chose en moi qui a du poids dans des situations où je veux me comporter de la même manière envers les personnes blanches et les personnes noires, parce que j'ai ces associations automatiques qui vont surgir et influencer mes réponses et mon jugement sans même que j'y pense.
Les gens diront que si on fait preuve d'un préjugé, alors on est raciste. Nous pensons que c'est important de réserver le mot raciste aux personnes qui expriment explicitement et consciemment des choses que nous qualifierons de racistes. Ce que le test sur les préjugés implicites détecte, c'est une sorte d'empreinte de notre culture sur notre cerveau. Je pense que les gens n'aiment pas utiliser le mot racisme ou sexisme, car cela implique une intention. La raison pour laquelle le mot préjugé est plus facile à entendre, c'est parce qu'il implique que c'est notre cerveau qui fonctionne en fond. Pourtant, le résultat est souvent le même. Si je suis ouvertement sexiste et que je dis que je ne veux pas de femmes dans mon équipe, ou si j'ai un préjugé implicite et que je n'ai pas d'estime pour les femmes, le résultat est qu'il n'y a pas de femmes dans mon équipe. Les conséquences sont les mêmes. The result is the same. We were hoping that McCann Erickson could provide, at the minimum, an introduction to your department store clients, so we can assess their desire for a store brand. I know they'd be happy to meet you. Especially Dan Higgins. He loves the redheads. À l'époque de Mad Men ou dans les années 50 ou même avant, on n'avait pas besoin de suggérer qu'on voyait les hommes et les femmes exactement de la même manière en termes de capacités, de compétences, de parcours professionnel. Mais aujourd'hui, nous avons adopté des attentes beaucoup plus égalitaires pour nous tous, ainsi que l'idée que chacun de nous peut vraiment faire n'importe quoi, peu importe sa catégorie sociale. Les préjugés inconscients ne sont qu'un seul mécanisme, un flux qui peut favoriser le racisme ou le sexisme que nous essayons tous d'éradiquer. Je recommande de ne pas se sentir coupable, mais plutôt responsable. Cela nous donne une image de quelque chose que nous ne pouvons pas intuitivement comprendre nous-mêmes. Et une fois que nous l'avons, c'est à chacun de décider ce qu'il va en faire, ainsi qu'aux institutions de décider. Et bien sûr, en tant que société, nous pouvons décider collectivement de ce que nous voulons en faire. Les préjugés inconscients peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble d'une population. Peut-être qu'aucun domaine de notre société n'est plus touché ou sensible à ce problème que celui des forces de l'ordre. Quel rôle jouent les préjugés lorsque des décisions prises en une fraction de seconde peuvent faire la différence entre la vie et la mort ? C'est donc un appareil d'imagerie proche infrarouge fonctionnel ou FNIR. Je vais le poser sur votre front et il va mesurer le niveau de flux sanguin oxygéné et désoxygéné dans votre cortex préfrontal. J'espère que j'en ai. C'est-à-dire que ça va me donner un indicateur de votre charge de travail cognitif. Donc à quel point vous travaillez, à quel point vous faites un effort mental pendant la tâche. Donc voici le test d'association implicite ou TIA des armes. Objet inoffensif, arme, noir américain, blanc américain. Il y a 7 parties avec des instructions pour chaque. Soyez attentifs. Vos données suggèrent une association automatique moyenne entre les objets inoffensifs et les blancs américains et les armes et les noirs américains. D'accord. Association automatique moyenne entre les noirs américains et les armes et les blancs américains et les objets inoffensifs, 30%. Seul 1% fait une forte association automatique entre les blancs américains et les armes. 1% comparé à 24%. Que pensez-vous de vos résultats? Je suis gênée. Je déteste avoir cette association. Je ne pense pas... Le faire intentionnellement, évidemment, c'est pour ça que c'est une association implicite. Comme vous le voyez, c'est la norme aux États-Unis, malheureusement. Quelle leçon. Donc ces chiffres correspondent aux tests en ligne. Quel score font les personnes qui viennent ici le faire au laboratoire? Ça dépend de leur métier. Les policiers ont tendance à avoir un score un peu plus haut pour l'association implicite entre les Noirs américains et les armes que le reste des participants. L'une des choses que nous étudions ici au laboratoire, c'est évidemment les préjugés inconscients, mais aussi les tendances comportementales. Les deux ne sont souvent pas liés les uns aux autres. Pour mieux comprendre le lien potentiel entre cette réalité tragique et les préjugés de la police, les chercheurs Lois et Steve James étudient le comportement de la police à l'Université d'État de Washington. Suivez-moi.
Les données de leur laboratoire ont été utilisées pour mettre au point le Counter Bias Training Simulator ou CBT-SIM. On ne peut pas avoir de vraies armes dans le laboratoire. Veuillez prendre une clé et entreposer vos armes à feu, vos choqueurs électriques, vos gaz et toute arme de secours que vous auriez. Dans les situations auxquelles sont confrontés les militaires et les forces de l'ordre, qui se déroulent rapidement et qui peuvent avoir des conséquences graves, nous ne pouvons pas toujours attendre que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Maintenant, si ces préjugés inconscients ou implicites remplissent ces inconnus pour nous, il vaut mieux qu'ils le fassent de façon appropriée, et non pas en se basant sur des stéréotypes négatifs qui ne sont pas factuels, qui ne sont pas basés sur la réalité des circonstances qu'on voit à ce moment. J'étudie ce problème en l'ayant vécu, et je comprends que ce n'est pas simple. Aucun autre service gouvernemental n'a le droit de nous priver de notre liberté, voire de notre vie, sans procédure officielle. Nous donnons ce pouvoir et cette capacité aux forces de l'ordre et nous devons être en mesure de les tenir pour responsables. Comment pouvons-nous faire ça si nous ne comprenons pas quelle est la limite de performance? Quand on regarde les équipes de sport professionnels, certes, on s'attend à ce qu'un athlète professionnel sur le terrain de basket marque un 3 points. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il marque du milieu du terrain à chaque fois. Alors, où se situe cette limite dans l'utilisation de la force pour les autorités et comment la physiologie et la neurophysiologie jouent-elles un rôle? Enchantée, Lois James. Daryl Quarez. Enchantée. Nick Briggs. Enchantée. Enchanté. On va aller dans le simulateur et faire une simulation d'entraînement à la lutte contre les préjugés. L'objectif de la formation est de vraiment essayer de se concentrer sur le niveau objectif de la menace et non sur les caractéristiques des suspects. Alors voici un Glock 22 qui a été modifié avec un insert laser, donc il permet maintenant de tirer à vide. Il ne peut pas contenir de munitions. D'accord? Lorsque des officiers viennent et testent les simulateurs de recours à la force, ce que nous essayons vraiment de comprendre, c'est cette limite de la performance humaine dans ces situations au rythme rapide, où il y a peu d'informations et qui peuvent finir en tragédie. Police de Spokane, montrez-moi vos mains, lâchez votre arme. Dans le simulateur, on a eu des officiers expérimentés du SWAT dont le rythme cardiaque a plus que doublé en l'espace d'un seul battement de cœur quasiment. Donc il y a des réactions très très fortes. On a eu quelques civils qui sont sortis de la pièce en courant. Laisse-la, équipier, laisse-la. Madame, montez les escaliers vers moi. Monsieur, laissez-la partir. Laissez-la partir. Montez les escaliers. Lâchez-la. Venez, madame. Comment vous vous sentez? Il faut admettre que ce genre de simulations d'entraînement font très réel. On a des montées d'adrénaline. Ce que nous essayons de développer, c'est pas seulement l'habileté physique à dégainer une arme et à tirer. Nous savons que la partie la plus complexe et la plus difficile est le processus mental, et nous savons tous que nous nous comportons différemment sous l'effet du stress. Avec les agents que nous avons testés dans notre laboratoire jusqu'à présent, nous avons vraiment vu des preuves solides de préjugés implicites associant les Afro-Américains et les armes. Environ 96% de nos officiers ont au moins une légère association entre les Afro-Américains et les armes. Certains officiers ont de forts préjugés implicites et cela se répercute sur leurs décisions dans le simulateur. Un même nombre d'entre eux a de forts préjugés implicites. Mais cela contreprédit presque leur comportement dans le simulateur. Donc l'une des principales conclusions de notre étude est que vous ne pouvez pas supposer que le simple fait qu'un agent ait des préjugés implicites contre un groupe démographique particulier signifie qu'il va se comporter d'une manière qui discrimine ce groupe démographique. Les résultats que nous avons obtenus, à savoir qu'ils hésitent davantage à tirer sur des Afro-Américains ou qu'ils font moins de menaces, ont été provisoirement considérés comme un contre-préjugé, dans le sens où ils comprennent qu'ils ont un préjugé et où ils essaient de le combattre. Nous essayons de comprendre d'où vient ce contrôle. Nous voulons promouvoir le fait de ne pas laisser cette association négative ou cette réponse physiologique plus forte influencer négativement leur comportement. Ensuite, nous pourrons commencer à nous concentrer sur la formation, les politiques, les procédures et peut-être même la technologie qui va nous aider à éviter que les préjugés influencent notre comportement. D'un point de vue évolutionniste, le préjugé est une heuristique de survie. Le préjugé est là pour nous aider à survivre. Donc, combattre les préjugés est une tâche très difficile. De toute évidence, pour un milieu comme celui des forces de l'ordre, c'est une tâche très importante. On peut avoir cette intuition. Il faut simplement se baser sur quelque chose qui compte vraiment. Le commentaire de Lois m'a profondément marqué. Les policiers prennent des décisions critiques avec de sérieuses conséquences.
Comment savent-ils quand suivre leur instinct et quand le remettre en question? Et si les préjugés sont simplement une partie de ce que nous sommes, fondamentalement ancrés dans notre psyché, alors que pouvons-nous faire pour les contrôler? La question « pouvons-nous déboguer ou supprimer les préjugés de l'esprit » est en fait la grande question. En vérité, ce n'est pas aussi facile que ce à quoi beaucoup s'attendent. Beaucoup pensent qu'il suffit de découvrir qu'on a un préjugé implicite qu'on préférerait ne pas avoir, et c'est tout. Je le comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai dans la tête. Je suis guéri. Non. Il faut faire des choses pour prendre des mesures pour les empêcher d'interférer. La solution idéale serait de pouvoir se débarrasser complètement des éléments qui peuvent déclencher des associations susceptibles de produire des disparités ou des discriminations. Bien sûr, l'audition à l'aveugle est l'exemple type. Il se trouve que les orchestres n'essayaient même pas de corriger une inégalité entre les sexes. Ils s'inquiétaient de sélectionner les musiciens qui venaient des formations connues. Ils craignaient que si un enfant avait étudié avec Stravinsky, il y ait plus de chances d'être choisi. Et c'est ainsi qu'a débuté une discussion entre deux groupes de personnes. Un qui pensait que l'orchestre n'avait aucun parti pris en faveur de ses enfants, et un autre qui pensait qu'il en avait peut-être. Et c'est ainsi qu'ils se sont dit, si cela pose réellement un problème, mettons un rideau. Donc, ils ont décidé d'auditionner des candidats sans pouvoir les voir. Le sélectionneur avait une liste de numéros sans nom et il écoutait. Les orchestres ont de la chance parce que toutes leurs données sont concentrées en une seule modalité, le son. Ils pouvaient donc enlever tous les éléments visuels et ensuite regarder les résultats. Les femmes sont passées de petites harpistes qui jouaient tranquillement dans un coin à pas tout à fait la moitié de l'orchestre, mais presque, parce qu'on ne pouvait pas les voir. Petit détail intéressant, on pouvait en fait deviner si l'interprète portait une jupe ou des talons, car on pouvait les entendre. Les femmes ont donc compris qu'elles devaient s'en débarrasser pour l'audition, et les règles du jeu sont alors devenues vraiment équitables. L'audition à l'aveugle est excellente pour éliminer les préjugés au dernier moment, quand cela peut influencer un jugement parce qu'on voit à quoi ressemble une personne ou si elle porte une jupe ou des talons ou non. Mais ce type d'audition ne tient pas compte des autres types de préjugés qui permettent à certaines personnes d'être admises à Juilliard ou non. Cela vaut donc la peine d'y réfléchir et d'essayer d'y remédier, mais ce n'est pas une panacée, cela ne va pas régler d'autres problèmes. I would like to know why the last associate producer before me made $50 a week more than I do. Oh, because he was a man. When the U.S. women's soccer team won the World Cup last year, there were celebrations and acclaim for their achievement. But 5 members of that team have now filed a complaint with the Federal Equal Employment Opportunity Commission, and they say U.S. soccer is practicing wage discrimination. These women, they train just as hard as the men do. You know, we inspire as many young players around the world. There's no reason why you need to have 100, 200 to 1 disparity in pay. That's despite drawing crowds of similar size and racking up unprecedented achievements, like their 3rd World Cup trophy and back-to-back-to-back Olympic gold medals. Comme toute personne qui obtient un travail, non? On est sélectionné, on se dit « Waouh, j'y suis, j'ai réussi ». On est tellement reconnaissant d'avoir reçu son salaire, d'avoir réussi. Et pour moi, c'était un rêve devenu réalité de jouer dans l'équipe nationale féminine. Et on est là, on est cette équipe féminine de football qui joue dans ces championnats du monde, on fait sensation auprès de toute une nation. Les gens sont hypnotisés par ce qu'on fait. Et puis, dans les coulisses, il y a tout ce bavardage dont la plupart des millions d'Américains qui nous encouragent ne savent rien. Pour moi, c'était vraiment un processus de réaliser la discrimination en place et qui ne les visait pas elles, mais qui me visait moi, qui nous visait nous. À la fin de ma carrière, je me suis retrouvée sur une scène. ESPN m'honorait du prix Icon avec Kobe Bryant et Peyton Manning. Je me souviens m'être dit, j'hallucine, c'est incroyable, je suis à côté de Kobe et Peyton. Ces gars sont des icônes, pas vrai?
Whether it's about equitable pay or equal opportunity for female athletes, or any issue about fairness and injustice. That's what I'm most proud of. On fait notre truc, on accepte notre prix Icon et on sort de la scène avec des retraites complètement différentes. Ces gars se sont fait des centaines de millions de dollars. Pas moi. Ce n'est pas facile de négocier. Quand on est assis en face de ceux qui signent nos chèques et qu'ils nous disent qu'on ne mérite pas ça, c'est difficile. C'est très éprouvant sur le plan émotionnel parce qu'on met littéralement son corps en jeu à chaque match. J'étais l'une des meilleures joueuses de l'équipe pendant la période où j'en faisais partie. Donc ma position n'était pas forcément menacée, mais j'avais quand même peur. J'avais quand même peur de parler. L'argument qu'on entend tout le temps à propos de l'écart salarial et de la discrimination qui existe est que les revenus ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Ça fait des années que je sais pertinemment que l'équipe nationale féminine de foot rapportait plus d'argent que l'équipe masculine. Notre finale de la Coupe du Monde féminine de 2015 a été le match le plus regardé de l'histoire du foot en Amérique du Nord, masculin ou féminin. On le mérite parce qu'on le mérite et qu'on l'a gagné. C'est comme ça parce qu'on n'a rien fait pour changer les choses. C'est un problème institutionnel qui se répand dans le reste du monde. J'étais une athlète professionnelle, donc pour certaines personnes, peut-être que ça ne se traduit pas, mais c'est comme ça vraiment partout. La lutte ne sera jamais terminée tant que les salaires ne seront pas les mêmes. L'inégalité salariale est un sujet très compliqué. En ce qui concerne les écarts de rémunération pour les mêmes emplois, il est en fait déjà assez faible. Je ne suis pas du tout en train de justifier cet écart. Mais pour un même emploi, une même expérience, une même éducation, tout à l'identique, il est en moyenne inférieur à 10% dans notre pays. On parle généralement d'un chiffre différent. On parle généralement d'un écart de rémunération d'environ 22% en gros pour les femmes blanches par rapport aux hommes blancs. Et cet écart de rémunération est beaucoup plus grand pour les femmes afro-américaines, pour les femmes hispaniques, par rapport aux hommes blancs. L'écart varie également d'un État à l'autre, de sorte que dans certains États, l'écart est beaucoup plus important que dans d'autres, mais c'est une définition différente de l'écart salarial. Ça comprend le fait que nous avons plus, par exemple, de médecins hommes et plus d'infirmières femmes, et que les médecins gagnent généralement plus que les infirmières. Il ne s'agit donc pas nécessairement de comparer des pommes avec des pommes. D'un côté, il n'y a aucune excuse pour ces différences. Il n'y a tout simplement pas d'excuse. La différence de salaire entre les hommes et les femmes, entre les personnes non blanches qui font le même travail. Cependant, ce qui est intéressant dans le fait d'être quelqu'un qui dirige un bureau et une entreprise, c'est que c'est en partie notre constitution et notre façon de penser à ces choses. Et je vais en fait me donner personnellement en exemple. Je n'ai jamais demandé une augmentation pour moi-même auprès de mon conseil d'administration. Je ne l'ai pas fait parce que je pensais peut-être aussi que c'était juste ou que ce n'était pas nécessaire, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne veux donc pas faire croire que je l'ai fait, que ce n'est rien et ceci, cela. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes sur cette question de la défense de nos propres intérêts. Je commence à beaucoup m'inquiéter en ce qui concerne qui pense pouvoir postuler à un poste. Je pense qu'il y a un profond préjugé à ce sujet, y compris chez de très bonnes personnes qui ne croient pas devoir se mettre en avant. Quand les jeunes femmes ne postulent pas à un emploi, moi, en tant que femme plus âgée, je peux leur crier dessus, je peux leur dire « Si vous ne postulez pas à ce poste, comment peut-on vous embaucher ?» Mais je me souviens que quand j'avais 28 ans, j'étais exactement comme ça. Je n'ai pas soumis ma candidature pour le premier poste que j'ai eu. Mon mari a envoyé mon CV. Quand j'ai reçu un appel de l'université parce qu'il n'avait pas de document de référence, c'est là que je me suis rendu compte que cette canaille avait envoyé mon CV par la poste. Je dis aux gens qu'ils ne devraient pas compter sur un mari féministe pour envoyer leur CV, mais qu'ils devraient le faire eux-mêmes. J'ai été doyenne de faculté à la Kennedy School pendant des années. Le travail d'un doyen de faculté est d'embaucher et de promouvoir les employés. Voyez ça comme le travail d'une sorte de responsable RH.
Une fois, j'ai fait une offre à une membre confirmée de la faculté, et comme ceux d'entre vous qui ont déjà négocié le savent, on ne commence pas forcément avec sa meilleure offre possible. Et elle a accepté. C'était un moment très intéressant pour moi. J'ai parlé au doyen de l'école et je lui ai dit qu'il fallait que je la revoie et que je fasse une offre plus élevée, sinon je la discriminerais. Elle n'a peut-être pas négocié car elle connaît sans doute la recherche démontrant que les femmes qui négocient avec assurance gagnent certes un peu plus, mais seront moins appréciées. Heidi Roizen est une investisseuse en capital risque de la Silicon Valley. En 2000, une de mes collègues a écrit une étude de cas sur la façon dont Heidi avait créé ses entreprises sur ses réseaux dans la Silicon Valley. Elle voulait vraiment une protagoniste femme parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les études de cas de la HBS. Donc elle m'a appelée et m'a demandé si j'accepterais d'être le sujet de ce cas et si elle pouvait m'interviewer. J'ai dit oui. Puis, quelques années plus tard, quelques-uns de nos collègues créatifs, 2 hommes, ont repris ce même cas, mais ont remplacé le nom d'Heidi par celui d'Howard, et ils ont fait une petite expérience. Donc, il a eu la permission d'Harvard, à mon insu, de changer le cas de cas Heidi Roizen en cas Howard Roizen. La seule autre chose qui a changé, je crois, en plus du nom et du sexe, c'est que quelque part dans le cas, ça disait que j'étais la chef des Pom-Pom Girls au lycée. Donc ça a été changé en quarterback de l'équipe de football américain. Je crois que c'est la seule chose qu'il a changé. Ensuite, il a enseigné ce cas en 2 parties, puis il a demandé aux étudiants de répondre à une enquête concernant les compétences d'Heidi ou d'Howard, suivant l'étude qu'ils avaient et à quel point ils aimeraient travailler avec elle ou lui. Il est intéressant de noter que son analyse a montré que Heidi et Howard étaient considérés tout aussi compétents, mais qu'Howard était beaucoup plus populaire et que la plupart des étudiants voulaient travailler pour Howard alors qu'ils percevaient Heidi comme étant un peu trop agressive, un peu trop manipulatrice, un peu trop égocentrée par rapport à Howard. Les hommes comme les femmes trouvent qu'Heidi et Howard avaient fait du bon travail, qu'ils étaient compétents, efficaces, que c'était de bons dirigeants, mais les étudiants ont tendance à ne pas apprécier Heidi. C'est ce qu'on appelle le dilemme compétence-popularité auquel sont confrontées les femmes, mais pas les hommes. C'est-à-dire qu'on perçoit une femme comme étant soit populaire, soit compétente. Elle est compétente quand elle est sûre d'elle, que c'est une chef et qu'elle est comme Heidi Roizen, mais alors il y a moins de chances qu'on l'apprécie. Dr. Lahiri, I understand you're a single. You've recently, but without a, not that you have. Oh, I'm a single mother. You're a single mother. Yes. Can you balance that with doing this stressful job? Absolutely. I mean, having a child has actually given me so much more focus. Oh, and I don't exercise, so that's an extra 10 minutes a day that goes just towards work. I see. And as a leader, do you have the ability to keep your emotions at bay and think logically under stressful situations? My emotions? Oh, I've learned to eat those. Not a problem. Yeah, for sure. Do you ask everyone that question? Yes, of course. Quand j'étais enceinte pour la 2e fois, je ne l'ai pas dit à mes collègues avant mon 6e mois. J'avais tout un tas de vêtements pour le camoufler et c'est gênant. Parce que j'avais peur qu'on sous-estime mon travail et qu'on me sous-estime sachant que j'étais enceinte. J'aimerais ne pas l'avoir fait. J'aurais aimé dire quelle importance. Je suis enceinte, c'est comme ça qu'on perpétue la race humaine. Qu'est-ce que ça fait si les gens m'en font voir de toutes les couleurs? Peut-être que je ne devrais pas travailler ici. Je n'y avais pas réfléchi sérieusement. Je me disais que les gens penseraient que je prendrais un congé maternité, qu'ils se demanderaient si je prendrais mon travail moins au sérieux. C'est frustrant. Vous voyez, je deviens émotive à ce sujet parce que ça me met en colère qu'on suppose que je suis moins ambitieuse parce que j'ai un utérus et que je peux avoir des bébés. Ce n'est pas vrai. Et donc, quand je pense à la pénalisation de la mère qui travaille, je l'affirme d'autant plus. Je travaillais ici quand j'ai eu mon 2e enfant. Une femme allait avoir un enfant juste après moi. J'ai réfléchi et je me suis dit, je dois prendre un congé maternité, je dois le faire. Même si je ne veux pas être partie tout le temps, je dois prendre un congé parce que je veux qu'elle sache que quand elle accouchera dans 3 mois, elle pourra prendre un congé maternité et revenir à son travail. Une des formes de discrimination les plus évidentes auxquelles j'ai été confrontée en tant que femme politique a été qu'on me dise que c'était irresponsable de ma part de me présenter comme candidate à la mairie alors que mes enfants étaient si jeunes.
Et j'ai entendu cela de la part de plus de femmes que d'hommes. Même nos préjugés contre notre propre identité peuvent être ancrés. Le fait que d'autres femmes me disaient de ne pas me présenter à la mairie parce que cela ferait de moi une mauvaise mère m'a vraiment dérangée. Je n'ai évidemment pas suivi ce conseil. Je suis très chanceuse d'avoir une famille qui me soutient, un compagnon qui m'a dit « Non, je pense qu'être une bonne mère, c'est avoir un but, se soucier de sa ville et poursuivre un rêve. C'est ça, être une bonne mère. » C'est sûr que j'ai dû m'interrompre dans ma carrière pendant la période où j'ai eu des enfants. J'ai vécu une situation où je suis partie en congé maternité, alors que personne à mon niveau n'avait jamais pris de congé maternité. Il n'y avait donc pas d'exemple dont s'inspirer, et c'est pour cette raison que c'est tellement important qu'en tant que femme, quand on voit ces professions, quand on voit ces salles où il n'y a pas de femmes, ce sont celles dans lesquelles nous devons entrer. C'est comme ça qu'on change ces salles. Les préjugés implicites sont une sorte d'amalgame de toutes les différentes choses qui font de nous ce que nous sommes. Une manière d'étudier les racines des préjugés est de s'intéresser directement au cerveau, ce qu'on peut faire. On a mené une étude dans laquelle on présentait aux participants deux personnes, John et David. John et David étaient tous les deux de très bonnes personnes. Ils étaient décrits comme ayant fait de très bonnes actions. Il n'y avait qu'une seule différence entre eux. L'un était libéral et l'autre conservateur. Si je suis le sujet de l'étude, l'une de ces personnes me correspond et l'autre non. Donc maintenant, des personnes comme moi, le sujet, doivent prendre des décisions sur John et David. Des décisions simples qui n'ont rien à voir avec la politique. Comme que fait-il l'été? Quel genre de nourriture aime-t-il? On a découvert que notre cerveau pense à ces deux personnes dans deux régions légèrement différentes. Dans le cortex préfrontal médial, il y a une région dorsale et une région plus ventrale. Ce que l'on a découvert, c'est que quand on pense à la personne qui nous ressemble, on utilise la partie ventrale. Quand on pense à la personne légèrement différente, on utilise en fait une partie différente de notre réseau neuronal. C'est important, car les neurones que l'on utilise pour penser à l'individu qui nous ressemble sont les neurones que l'on utilise pour penser à la personne qui nous est la plus précieuse au monde, c'est-à-dire nous-mêmes. La façon dont nous nous voyons est façonnée par d'innombrables facteurs, de la génétique à l'expérience de vie, en passant par ce que nous avons mangé au petit déjeuner ce matin. Les nouvelles avancées technologiques nous permettent de sortir virtuellement de nous-mêmes et peut-être même de recalibrer notre vision du monde. Peuvent-elles aussi transformer les préjugés que nous portons en nous? En réalité virtuelle, on peut programmer un corps virtuel pour remplacer notre véritable corps. On peut remplacer le lieu où l'on se trouve, ainsi que qui on est, et en remplaçant qui on est, en changeant notre corps, cela amène des différences d'attitude, de comportement, et ainsi de suite. Depuis son salon, on peut gravir l'Everest avec des Sherpas. On peut être une personne noire interrogée par un policier blanc ou un policier blanc en train d'interroger une personne noire. Donc, cela étend grandement le champ d'expérience possible qu'une personne peut avoir, au-delà de ce qu'elle peut faire dans la réalité physique. Le cerveau analyse rapidement les circonstances qui l'entourent et il doit juger rapidement que se passe-t-il et que devrais-je faire. Je sais que c'est de la réalité virtuelle, mais les expériences sont réelles. Q gauche, P droite. Ah, c'est un TAI. Si lors de ces tests, vous faites preuve d'un préjugé implicite, ce qui sera le cas pour la majorité, alors cela se manifestera aussi dans votre comportement. On a fait une première expérience et on a étudié une réduction de préjugés raciaux après que les sujets ont incarné une personne noire, ce qui n'était pas le cas quand ils incarnaient une personne blanche. 2 expositions étaient suffisantes pour permettre une réduction des préjugés raciaux qui durait au moins une semaine.
Le test d'association implicite est une bonne façon de faire cette évaluation. Cependant, ce que l'on veut vraiment étudier, c'est le comportement qu'on aurait dans la vraie vie. Je vais d'abord vous expliquer l'expérience, vous donner quelques instructions de base et vous aider à enfiler l'équipement. Pendant l'expérience, vous verrez un corps virtuel se substituer à votre propre corps. Vous devrez d'abord faire quelques mouvements de base afin de vous familiariser avec ce corps et avec l'environnement. On voulait savoir si l'incarnation virtuelle dans le corps d'une personne d'une autre couleur de peau aurait aussi un impact sur quelque chose d'aussi basique et inconscient que le mimétisme. Primero, vamos a girar la cabeza. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora colocamos los brazos en T. Il y a deux personnes dans un environnement virtuel, une réelle et une autre virtuelle. Et vous, en tant que personne réelle, quand vous regardez votre corps, il peut avoir soit la peau blanche, soit la peau noire. Et votre partenaire est aussi blanc ou noir. Le personnage virtuel est programmé pour faire des choses telles que se gratter la tête, toucher son bras. Ce que l'on observe, c'est à quel point le sujet imite les actions du personnage virtuel. On sait, grâce à la psychologie sociale, que quand deux personnes sont en harmonie, elles ont tendance à imiter inconsciemment le comportement de l'autre. L'une d'elles pourrait tapoter du pied et l'autre pourrait tapoter du doigt en synchronie. Si vous allez au restaurant, par exemple, regardez les couples autour de vous. On peut voir lesquels dansent ensemble et lesquels ne le font pas. On appelle ça l'effet caméléon. Comment vous sentez-vous? C'était choquant et fascinant un peu, je dirais, de me voir avec la peau noire. Quand j'ai regardé dans le miroir, ce n'est que quand j'ai bougé que je me suis rendu compte que c'était moi qui bougeais. Donc oui, c'était un moment poignant parce que je me suis rendu compte que cette personne à la peau noire qui bougeait, c'était en fait moi. Vous, oui. Autre chose que vous avez peut-être ou peut-être pas remarqué, c'est que le personnage virtuel à côté de vous faisait des mouvements inconscients, comme se balancer légèrement, croiser les bras, tourner la tête. Des mouvements qu'à un certain moment, vous vous êtes mis à copier. C'est l'objectif de toute cette expérience, de voir si vous imitez inconsciemment un groupe qui vous ressemble ou non, avec lequel vous interagissez. Je pense que je me suis un peu mieux identifiée à la femme à côté de moi, et étant donné qu'on était toutes les deux noires. On peut changer quelque chose de profondément ancré simplement en changeant son corps virtuel et rien d'autre. Ça n'a pas d'importance généralement dans la vie quotidienne, mais ça en a lors d'un entretien d'embauche. En incarnant un personnage ou un corps représentant un groupe étranger, on perturbe le fonctionnement de toutes nos associations implicites. Ça ne supprime pas tous les préjugés de quelqu'un qui en a, mais ça les diminue. Quel que soit mon corps virtuel dans le labo, j'en sortirai en tant que femme blanche. Même si elle a été brève, cette expérience m'a marquée. La réalité virtuelle pourrait-elle bouleverser mes préjugés? Et la technologie pourrait-elle finalement ouvrir la porte à un futur dans lequel un programme effacerait les préjugés de nos vies? Le jugement humain comporte des préjugés et des erreurs systématiques. Comment pourrait-on corriger cela? Eh bien, une solution serait d'avoir une assistance. Ce n'est pas bien différent des systèmes d'avertissement de franchissement de ligne. Lorsque vous conduisez une voiture, vous quittez la voie, ça fait bip bip, puis vous reprenez le contrôle de la voiture. Cela ne veut pas dire que l'humain est écarté, mais il y a cette idée que l'on pourrait avoir des ordinateurs, des systèmes ou des algorithmes qui nous aident dans notre conduite. Donc, abstraitement, ça semble être une excellente idée. Les machines intelligentes, en particulier celles qui sont basées sur des algorithmes d'apprentissage, dépendent du type de données qu'on leur donne pour entraîner ces algorithmes. Donc si on veut qu'une machine soit capable de regarder une image et de reconnaître si c'est un chat ou un chien, on donne beaucoup d'exemples de chats, beaucoup d'exemples de chiens, et on leur dit « ça c'est un chat, ça c'est un chien ». Avec un peu de chance, quand on lui montre une nouvelle image qu'elle n'a pas encore vue d'un chat ou d'un chien, alors la machine est capable de savoir lequel c'est. Si on ne lui fournit pas ces données d'apprentissage, qui sont assez diverses, de tous les chats et chiens possibles, alors les capacités de prise de décision de ces algorithmes issus de l'apprentissage seront incorrectes. Donc le préjugé n'est pas dans l'algorithme lui-même, mais dans les données qu'on lui fournit pour qu'il puisse apprendre.
Il est possible de repérer les stéréotypes qui conduisent à un comportement préjudiciable chez les humains avec une machine, simplement en observant notre culture. Ce n'est pas comme regarder The Brady Bunch, puis décider que les femmes n'ont pas de carrière et que les hommes sont tous architectes. On utilise ça en intelligence artificielle. Les recherches en ligne fonctionnent comme ça. Si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et que vous tapez « mamie », vous verrez que les résultats sont surtout des femmes blanches, âgées. Ce n'est pas assez diversifié pour représenter cette entité qui est une grand-mère, mais ce n'est pas parce que le moteur de recherche implante intentionnellement ce préjugé, c'est parce que les données que nous lui fournissons et que nous tous nous mettons sur Internet ne suivent pas une distribution correcte. Donc, si on utilise ces données pour apprendre à une machine à prendre des décisions sur les mamies, alors elle aura des préjugés. Quand on s'intéresse à l'IA et que des gens disent qu'ils ont peur que les préjugés soient intégrés à l'IA, je leur dis que c'est déjà le cas parce que c'est nous qui apprenons à l'IA. C'est nous qui créons les modèles. C'est nous qui fournissons les données. Tous nos préjugés, conscients et inconscients, y sont donc intégrés. Un grand nombre d'intelligences artificielles n'est pas littéralement programmé en « si alors ». Si vous voyez une personne nommée John, alors donnez-lui 5 mois. Elles sont en fait construites en apprenant sur la base d'un très grand nombre de données. Donc on ne fait qu'alimenter un ordinateur intelligent avec de nombreux exemples. Et en regardant les exemples, il apprend des modèles et des pondérations. Et c'est ainsi qu'il développe son algorithme. C'est un apprentissage approfondi. Dans un certain sens, l'être humain n'a même pas programmé l'intelligence artificielle. Il lui a juste donné des modèles à apprendre et elle a ensuite commencé à apprendre par elle-même. Mais c'est là que l'autre problème entre en jeu. Les déchets entrent, les déchets ressortent. Ce que nous donnons à l'ordinateur pourrait décrire le monde. Mais si nous décrivons le monde comme un monde injuste, parce que c'est le cas, c'est un monde injuste, l'ordinateur pensera qu'un monde injuste est en fait la bonne réponse. Si l'intelligence artificielle a des préjugés car nous avons des préjugés, alors si nous améliorons notre culture, l'intelligence artificielle va s'améliorer tant qu'on continue son apprentissage. Au début de tout cela, lorsque j'ai passé le TAI la première fois, mes résultats m'ont tellement choquée que je suis rentrée chez moi et j'ai refait le test, en pensant qu'il devait se tromper. Mais je l'ai fait encore et j'ai obtenu des résultats similaires. Savoir que j'ai des préjugés cachés me donne l'impression de ne pas connaître une partie de moi-même. Essayer de comprendre ce qui est à la base de certaines de mes perceptions et de mes jugements, comment cela a affecté les gens que je fréquente et les choix que je fais, c'est ce qui m'a conduit à faire ce parcours. Je m'inquiète de l'impact de mes actions sur les autres. Lorsque je porte un jugement rapide sur quelqu'un, pourquoi? Pourquoi ai-je choisi de traverser la rue à ce moment-là? Sur quoi ce choix était-il basé? Je veux être responsable, savoir que c'était mon choix, pas celui de mes préjugés. Il n'y a pas de moyen facile de changer nos préjugés. Mais se regarder dans le miroir est peut-être le meilleur moyen de commencer. Nous ne pouvons pas laisser nos expériences personnelles déterminer à elles seules nos valeurs et nos décisions. Nous devons nous élever au-dessus de ça. Car nos décisions vont affecter des personnes issues de groupes tellement étrangers aux nôtres. Surtout aux États-Unis, qui est pour moi une sorte de pays test. Envoyons 1 million d'étrangers dans ce pays, année après année, venus de 150 pays différents. Voyons s'ils y arrivent, voyons s'ils peuvent vraiment trouver une bonne manière de vivre. Je pense qu'il faut être vigilant pour s'assurer, si on croit en la diversité, qu'on la recherche vraiment. Je ne pense pas que le fait qu'une femme soit dans une salle parce qu'une autre femme est dans cette salle résolve le problème. Je ne pense pas que le fait qu'il y ait 2 femmes dans la salle résolve le problème. Mais je pense qu'il doit y avoir une culture d'inclusion. Ça commence en pointant du doigt les comportements inacceptables. Donc ce n'est pas seulement une question de présence de cette personne non blanche ou de cette femme. C'est une question de comprendre qu'il faut utiliser son pouvoir pour le bien. Et même si les gens pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, leur voix est importante. Il nous faut des visionnaires qui voient le potentiel non seulement des femmes, mais de l'égalité. De l'égalité sur tous les tableaux. J'espère que dans 25 ans, nous ne serons pas seulement en train de parler d'intention.
Nous n'essaierons pas seulement de savoir si une personne avait des préjugés ou non, ou si une institution a été intentionnellement conçue pour être injuste. Nous devons commencer à nous tenir responsables des résultats. Et nos bonnes intentions ne sont clairement pas suffisantes. Ce n'est pas assez de dire « je veux être quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien ». Je reconnais que ça se passe comme ça et je veux m'assurer que ça ne sera plus le cas. Au lieu de cela, il faut rapprocher les gens des personnes pour lesquelles ils ont des associations négatives, pour qu'ils finissent par développer naturellement des associations positives à la place. C'est un processus à long terme. Le fait que personne ne soit immunisé aux préjugés est à la fois effrayant mais aussi libérateur selon moi. C'est libérateur parce que la discussion ne vise pas à pointer du doigt. Il s'agit de nous tous, il s'agit de la façon dont nos esprits sont construits. Les gens ne veulent pas admettre. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont des préjugés. Je suis la personne la moins raciste que tu connaisses. Non, c'est faux, personne ne l'est. Je suis la personne la moins sexiste. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir la conscience de soi nécessaire pour comprendre qu'on ne comprend pas tout, qu'on a des préjugés. Et il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à grandir. La seule chose que je veux souligner au sujet de la responsabilité en ce qui concerne les préjugés inconscients ou implicites, c'est que si vous croyez en avoir, et qu'ils ont de vraies conséquences sur les êtres humains qui vous entourent, la seule responsabilité que vous ayez, c'est qu'êtes-vous prêt à faire pour y remédier?